Une juge se moque d'un adolescent noir au tribunal, et sa stupéfaction est totale lorsqu'elle découvre qu'il est en réalité un avocat d'exception déguisé. La salle est tombée dans un silence complet quand la juge Meredith Stanton a mis ses lunettes et a fixé intensément le jeune homme en face d'elle. Bien qu'il ait 19 ans, il semble plus jeune, surtout dans son costume bas de gamme qui paraît loin d'être fait sur mesure. Sa peau d'ébène resplendit sous les lumières et ses cheveux soigneusement coiffés contrastent avec la nervosité évidente qui émane de ses yeux. « Monsieur Carter », commença la juge avec une voix empreinte de mépris, « vous êtes conscient de l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas un concours, c'est un tribunal. » Un petit ricanement traversa la salle. Les avocats autour de lui échangèrent des regards moqueurs, amusés par la situation. Il se trouvait seul à la table de la défense, sans avocat pour le soutenir. Pour la juge, cela confirmait qu'il ne méritait pas sa place ici. Stanton était connu pour sa sévérité, son impatience et son absence totale de tolérance envers ce qu'elle considérait comme des absurdités. Dans son esprit, Carter n'était qu'un adolescent sans aucune expérience, une gêne qui faisait perdre à tous leur temps. Pourtant, contre toute attente, le jeune homme demeura calme et droit. Il releva le menton, prit une profonde inspiration et répondit d'une voix assurée. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je suis ici parce que je crois pouvoir offrir à mon client la meilleure défense. Et M. Thompson mérite d'obtenir justice, tout comme chaque personne présente ici. » Un silence envahit la salle, interrompu uniquement par le bruit des feuilles que Carter manipulait avec une nervosité manifeste, mais une détermination palpable dans ses gestes. Il fixait la juge sans la moindre crainte, ce qui attira l'attention de tout le monde. « Vous êtes en train de me dire que vous avez quelque chose à offrir, monsieur Carter ?» demanda la juge, en se penchant sur sa chaise, les sourcils haussés. « Vous n'avez aucune qualification, aucune expérience, et vous pensez pouvoir défier des avocats chevronnés, certains ayant des dizaines d'années de pratique? C'est bien ce que vous êtes en train de me dire? »« Oui, votre honneur, » répondit-il sans hésiter. « Parce que cette affaire n'a rien à voir avec mes diplômes. Il s'agit de preuves, et je les ai ici. » Il brandit une pile de documents qu'il leva haut, comme pour défier tout le monde, juge incluse, de le sous-estimer à nouveau. La salle retint son souffle. Qui était ce garçon? Pourquoi avait-il tant de confiance en lui? Et comment osait-il défier le juge le plus redouté de la ville? Le client de Carter, M. Thompson, un homme d'âge moyen à l'air épuisé, était assis à ses côtés. Il était accusé d'avoir détourné de l'argent d'une entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant 15 ans. Les preuves contre lui semblaient solides, mais étaient manifestement fabriquées. Et Carter le savait. Convaincre le tribunal serait une tâche colossale. Ce que personne ne savait, c'est qu'Elia Carter, l'adolescent sans expérience, avait passé les 2 dernières années à se plonger dans l'étude minutieuse du droit et des procédures juridiques. Il n'avait pas d'autre choix. Après la mort de sa mère et l'incarcération injuste de son frère aîné, il s'était promis de ne plus jamais rester passif face à l'injustice. Il voyait l'affaire Thompson comme l'opportunité de prouver au monde ce dont il était capable et, plus encore, de commencer à démanteler le système corrompu qui avait brisé sa famille. Mais la juge Stanton restait implacable. « Monsieur Carter, » dit-elle d'une voix glaciale, « ce tribunal n'est pas un terrain de jeu pour amateurs. Vous pouvez citer autant de lois que vous voulez. Cela ne change en rien le fait que votre place ici est totalement inappropriée. Maintenant, asseyez-vous et laissez les professionnels faire leur travail. » Mais Elia ne bougea pas. Il la fixa droit dans les yeux avec une telle intensité que l'atmosphère s'alourdit. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » répondit-il, sa voix résonnant dans la salle, « je ne m'assoirai pas tant que la vérité n'aura pas été entendue. » Une tension palpable envahit la pièce. Tout le monde savait qu'Elia risquait gros. Il n'était pas seulement jeune et sans expérience,
il défiait l'une des figures les plus puissantes du tribunal. Pourtant, quelque chose dans sa voix, dans sa posture, poussait même les plus cyniques à se demander s'il ne détenait pas réellement quelque chose de pertinent à dire. La juge croisa les bras, visiblement contrariée, mais aussi intriguée. « Très bien, monsieur Carter, » dit-elle, une pointe de sarcasme dans la voix. « Voyons ce que vous avez à dire. Mais je vous préviens, si vous perdez le temps de ce tribunal, je n'hésiterai pas à vous poursuivre pour outrage. » Elia prit une grande inspiration. Il savait que c'était maintenant ou jamais pour capter l'attention du tribunal et commencer à construire sa défense. Sous les regards de tous, il parla, non seulement de l'affaire en cours, mais aussi de la corruption qui gangrenait le système judiciaire et du fait que M. Thompson était la victime d'un enchevêtrement de mensonges méticuleusement élaborés. Tandis qu'il parlait, quelque chose d'inattendu se produisit. Les avocats qui riaient auparavant écoutaient désormais attentivement chaque mot. Même la juge, bien que toujours condescendante, se pencha en avant, ne voulant manquer aucune de ses paroles. Mais ce qu'Elia ignorait, c'est que des personnes présentes dans la salle avaient beaucoup à perdre si sa défense réussissait. Et elles écoutaient, peut-être même plus intensément que la juge elle-même. Elia venait de déclarer la guerre à un système tout entier, et il ne mesurait pas encore les dangers auxquels il s'exposait. Alors qu'il poursuivait sa plaidoirie, chaque mot était empreint de conviction. Il détaillait les incohérences dans les preuves contre M. Thompson, soulignant les contradictions dans les documents financiers et les témoignages des témoins. Son ton devenait de plus en plus audacieux, alors qu'il s'adressait non seulement à la juge Stanton, mais à tous les présents. Pourquoi ces documents ont-ils été signés par M. Thompson à des moments où il était hospitalisé? Component Placement demanda Elia en brandissant le dossier médical de son client. Et pourquoi les témoins de l'accusation n'ont-ils pas été interrogés sur leur lien avec l'accusatrice? Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les regards circulèrent, sceptiques. Elia continua, ses mots de plus en plus tranchants. « Il y a des mensonges ici, et mon client est utilisé comme bouc émissaire. » La juge Stanton, qui semblait au départ indifférente, était désormais visiblement perturbée. Son regard perça Elia, mais il ne fléchit pas. Elle frappa son marteau avec force, l'interrompant. « Ce n'est pas un endroit pour vos théories. Si vous ne présentez pas de preuves solides maintenant, je mettrai fin à cette audience immédiatement. » Elia prit une profonde inspiration. Il savait que sa position était précaire, mais il avait encore des cartes à jouer. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » répondit-il en brandissant une autre pile de documents. « Tout ce que j'avance peut être prouvé, et ces preuves sont ici même. » Il s'avança vers le bureau, remit les documents à un agent, qui les apporta à la juge Meredith Stanton. Elle les feuilleta rapidement, et son expression se durcit à chaque page. Ces documents révèlent que la société qui accuse M. Thompson de détournement de fonds est impliquée dans la falsification de preuves pour dissimuler ses propres fraudes internes, expliqua Elia. Et qui est au centre de tout cela? Le directeur financier, qui, par coïncidence, est celui qui a porté les accusations contre mon client. L'agitation dans la salle s'intensifie. Les avocats chuchotent entre eux et les yeux de Thompson se mettent à briller d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Mais au même moment, du fond de la salle, un homme vêtu d'un costume sombre se leva. Il n'était pas avisé de se lever dans cette salle, encore moins de se lever quand la juge semblait sur le point de prendre une décision. Mais il le fit, et il s'approcha d'Elia. Il était grand, d'une prestance imposante, un avocat chevronné qui avait vu des milliers de jeunes comme lui échouer. « Je suis sûr que vous avez tout appris à partir de livres de droit et de manuels, » dit-il d'une voix glaciale. « Mais vous avez oublié une chose. Ce que vous avez découvert n'a aucune valeur si personne ne veut l'entendre. » Elia n'eut même pas le temps de répondre. La juge Stanton s'interposa. « C'est terminé, dit-elle fermement, en frappant son marteau.
Le tribunal se retire pour délibérer. Elle sortit précipitamment de la salle. Mais quelques instants plus tard, alors que la salle restait plongée dans un silence total, un juré se leva et s'avança vers le juge. Il avait quelque chose en main. C'était une enveloppe scellée. « Votre honneur, nous avons une nouvelle déclaration à soumettre. Ce document pourrait bien changer le cours de cette affaire. » Le monde entier semblait suspendu aux lèvres du juré. Il y avait du suspense dans l'air. Quelque chose d'inattendu allait-il arriver? La question restait en suspens pendant que le marteau retentissait à nouveau. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les échanges entre les avocats se faisaient de plus en plus vifs, et l'issue semblait incertaine. L'accusé, toujours calme mais visiblement sous pression, jetait des regards furtifs autour de la salle d'audience, comme s'il cherchait un moyen de s'échapper, même symboliquement. C'est alors qu'un des jurés, un homme au visage impassible, se leva brusquement. Il avait suivi le procès depuis le début, mais jusqu'à ce moment-là, il était resté silencieux. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il avait l'air nerveux, comme s'il hésitait à révéler quelque chose d'important. Il prit une grande inspiration avant de parler. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Il y a un élément que je ne peux plus ignorer. Pendant le délibéré, j'ai fait une découverte. J'ai reconnu l'accusé. » Un murmure parcourut la salle. Tous les yeux se fixèrent sur lui, interloqués. Le juge, visiblement choqué, le pria de continuer. « Je l'ai vu ailleurs, dans une autre affaire. Cette personne, elle n'est pas celle qu'elle prétend être, » dit le juré, en regardant l'accusé avec une intensité nouvelle. L'accusé pâlit. Ses mains se mirent à trembler alors qu'il tentait de garder son calme. Un frisson parcourut la salle. Les avocats échangèrent des regards perplexes. Le juré poursuivit, sa voix se faisant plus claire et plus assurée. « Cet homme, je l'ai vu dans un autre procès il y a quelques années. Il portait un autre nom, mais c'était bien lui. Il avait des liens avec l'affaire dans laquelle il a été accusé à l'époque. Il a falsifié son identité pour éviter d'être reconnu. Je suis presque certain qu'il a manipulé les preuves dans ce procès. » Le choc dans la salle était palpable. L'avocat de la défense, qui avait été si sûr de lui jusque-là, semblait déstabilisé. Il tenta de réagir, mais ses mots se perdaient dans l'agitation qui envahit la salle. Le juge se leva, demandant à tous de se calmer. Il ordonna un report de la séance afin de vérifier les affirmations du juré. Le suspense était insoutenable. Les jours suivants furent marqués par une enquête approfondie. Les autorités retrouvèrent en effet des preuves confirmant les dires du juré. L'accusé n'était pas ce qu'il prétendait être. Il avait usurpé son identité pour échapper à ses déboires passés. Finalement, après une nouvelle audience où la vérité éclata au grand jour, l'accusé fut reconnu coupable non seulement des crimes qu'il avait commis dans cette affaire, mais aussi de ceux qu'il avait pu éviter dans le passé grâce à son faux nom. Le juré, celui qui avait eu le courage de révéler la vérité, devint un héros local, acclamé par le public pour son intégrité. Quant à l'accusé, il fut condamné à une peine sévère, et la justice, enfin rétablie, donna une nouvelle leçon. Parfois, c'est dans le silence le plus inattendu qu'un retournement de situation se cache.